Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéoconférence ouverte à tous nos lecteurs, vidéoconférence gratuite dans laquelle on va parler d'un sujet qui a toute son importance aujourd'hui, c'est comment investir en 2024. On arrive à la fin de l'année 2023. On va parler aussi de ce qui s'est passé en 2023. Ça va nous aider bien sûr à mieux comprendre comment investir en 2024. Mais voilà, on s'approche il est temps de faire le bilan de l'année 2023 et de commencer à préparer 2024. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire quand nous faisons des visioconférences avec nos lecteurs et nos abonnés, je vais vous faire une présentation que j'espère être la plus claire et la plus concise possible. On va essayer de ne pas dépasser 30 minutes, même s'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'ai pris des notes et il y a vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on répondra aux questions à la fin. Donc 30 minutes de présentation, peut-être que je vais dépasser un petit peu, mais en tout cas, on gardera à la fin une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en direct, en live, dans le chat qui se trouve sur votre droite. J'y répondrai à la fin. N'attendez pas la fin de la présentation. Si une question vous vient tout de suite à l'esprit, on y répondra après. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment investir en 2024. Et au sommaire, on va parler du retour des livrets épargne et plus généralement des produits de dette, des produits de taux. On va voir comment investir en bourse. On va parler des taux d'intérêt, qui a été un sujet très important en 2023. On va parler aussi du contexte géopolitique qui a toute son importance aussi depuis quelques années et qui est, on le verra, à source de certaines inquiétudes. On va parler aussi des thématiques à suivre en 2024, les thématiques d'investissement, bien sûr. On va vous rappeler les 4 piliers de l'investissement et la base de l'investissement qui reprend, on va dire, le célèbre adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On va parler donc de diversification en conclusion. Alors, on va commencer la présentation avec la hausse des taux. Donc, cette hausse des taux, on l'a tous observé, bien sûr. Hausse des taux qui permet du coup d'avoir des livrets épargne, dont le livret A, mais pas que, qui sont plus intéressants. Hausse des taux qui aussi pénalise le marché de l'immobilier parce que du coup, ça impacte aussi les taux d'emprunt. On ne va pas s'arrêter seulement au livret épargne, au livret A, parce que tous les produits, donc les contrats de terme, les obligations, tous les produits de dette qui sont influencés par les taux d'intérêt ont été fortement impactés en 2023. Donc, le premier constat, alors c'est vrai qu'habituellement sur Café La Bourse, on parle plus de bourse, mais là, il y a quand même une chose qui est intéressante à souligner, c'est que les rendements boursiers, en moyenne, en tout cas si on prend le CAC 40, on estime que sur 7 à 10 ans, les rendements vont être de 7 à 8% en moyenne par an, sur une durée donc de 7 à, on va dire, de 8 à 10 ans. Donc à long terme, on sait que techniquement, on a 95% de chances d'être profitable en bourse si on fait du long terme, qu'on fait ce qu'on appelle du buy and hold, donc acheter et attendre. Je le précise parce que si on fait de l'investissement actif ou de la spéculation ou du trading, on n'obtient pas du tout les mêmes statistiques de gains parce que c'est plus difficile aussi. Quand on fait de l'investissement long terme, donc en bourse, on peut s'attendre à long terme à avoir, on va dire, du 7% en moyenne. Alors qu'on a des rendements de livret épargne, alors bien sûr, qui ne sont pas encore tout à fait à ce niveau-là, mais certains produits d'épargne, quand même, arrivent à 4, 4,5, 5, 5,5%. Donc, on se rapproche aujourd'hui très fortement des rendements boursiers avec des produits d'épargne qui sont un capital garanti, parfois même à taux garanti. Donc, la première question qu'il faut se poser en 2024, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de risquer parce que la bourse, ça reste risqué, même si à très long terme, vous l'avez compris, on a 95% de chances de sortir de la performance. Est-ce que c'est là, dans le contexte immédiat actuel et à court terme, est-ce que c'est pertinent d'investir en bourse ou est-ce qu'il vaut mieux pas profiter de la hausse des taux
pour finalement, même si on arrive à avoir 4,5, 5 au lieu de 6 et 7,5, 8, est-ce que c'est pas plus pertinent de s'orienter vers un compte épargne? Alors moi, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Moi, je soumets juste la réflexion. Après, c'est à vous de mesurer ce que vous souhaitez faire et d'estimer, d'évaluer et de prendre une décision. Alors, pourquoi c'est intéressant peut-être de regarder justement les comptes épargne? Parce que c'est à capital garanti, parce que les taux d'intérêt, ils tombent, voilà, il n'y a pas de… Voilà, on n'est pas sur des produits à risque, on est sur des produits d'épargne et pas de placement boursier. D'autant plus que, et ça on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a quand même une certaine instabilité géopolitique qui se manifeste. Alors, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, on parle aussi de ce qui se passe en Palestine, en Israël, mais aussi en Chine avec Taïwan, mais aussi en Arménie. Enfin, on en parlera de tout ça, de l'instabilité géopolitique. Mais toute cette instabilité géopolitique, elle crée des inquiétudes, elle crée un climat d'incertitude. Et donc, du coup, en général, quand on est dans un climat d'incertitude, en parallèle, on cherche de la certitude pour nos placements. Donc, pourquoi pas? Ce qu'il faut bien sûr faire, ce à quoi il faut bien sûr faire attention, c'est investir dans des produits d'épargne quand même où vos capitales sont disponibles rapidement pour pouvoir investir, parce qu'il y a peut-être des opportunités quand même qui vont se présenter en 2024 et il faut quand même avoir, j'ai envie de dire, des cartouches dans son fusil prêt à saisir les opportunités. Donc n'allez pas non plus vous engager dans des placements à 5-10 ans. Je pense notamment aux comptes à terme. Alors les comptes à terme, c'est même plutôt 2-3 ans, mais n'allez pas vous engager dans des placements où vous bloquez votre argent. Essayez de trouver des placements à court terme qui rapportent des taux d'intérêt intéressants, et il y en a, et qui vous permettront d'avoir des capitaux disponibles rapidement pour saisir des opportunités quand elles se présenteront en 2024. Donc, c'est vraiment une solution qui peut être pertinente dans un marché intéressant, dans un marché incertain. La fiscalité, elle peut être aussi potentiellement attractive. Si vous partez sur du livret A, vous ne payez pas d'impôt. Et voilà, donc pour conclure sur ce chapitre-là, sachez qu'il y a de plus en plus de courtiers, je pense notamment à Interactive Broker, à XTB, à Trade Republic, pour citer nos partenaires, qui proposent de rémunérer vos liquidités déposées sur des comptes d'investissement. Donc, si vous ouvrez un compte bourse avec ces courtiers-là, et d'autres, ils ne sont pas les seuls à le faire, c'est juste des exemples. Je crois que Scalable Capital aussi le propose. Enfin, allez regarder ce qu'ils proposent, mais si vous avez un compte bourse ou si vous avez l'intention d'ouvrir un compte bourse, allez regarder ces opérateurs-là qui rémunèrent vos liquidités entre 4 et 5%. Et là, c'est l'idéal parce que votre argent, il est déjà au bon endroit, prêt à être utilisé, prêt à saisir des opportunités de bourse. Parce que bien sûr, si vous partez sur un livret à droite ou à gauche, vous allez avoir… vous allez devoir faire un retrait, vous allez devoir récupérer votre argent sur votre compte bancaire, puis refaire une ouverture de compte, redéposer les fonds chez le courtier bourse. Bon, vous pouvez perdre du temps. Là, si vous avez déjà vos liquidités au bon endroit, prêt à être utilisées, c'est encore mieux. Voilà, donc pour les… voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bourse sur Café de la Bourse, c'est normal, même si on a un autre site qui s'appelle Café du Patrimoine, sur lequel on parle beaucoup plus de produits d'épargne, et Café du Trading, mais ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, Café de la Bourse, c'est normal qu'on parle de bourse. Néanmoins, quand des fois l'occasion et le contexte est intéressant pour faire plus de l'épargne que de l'investissement en bourse, on n'hésite pas à le dire. L'avantage, c'est de profiter au mieux à chaque fois de chaque contexte de marché. Alors, comment investir en bourse en 2024 et comment investir en bourse en règle générale? Vous savez, si vous avez suivi nos articles ou nos dernières vidéoconférences chez Café de la Bourse, on est des grands fans, des grands on va dire, promoteurs de ce qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. En gros, c'est l'investissement échelonné. C'est-à-dire voilà, en gros, si vous voulez, en 2 mots, personne ne connaît l'avenir, ni moi, ni le rédacteur en chef, ni même les grands analystes des banques. Personne connaît l'avenir avec certitude. Alors, on peut faire des analyses. Moi, j'aime beaucoup l'analyse technique, par exemple. On en parlera sur les 4 piliers d'analyse tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup l'analyse technique. J'en fais beaucoup à titre personnel pour moi, ou que je partage sur les réseaux sociaux, que je partage dans mes articles sur Café de la Bourse. Donc, je fais beaucoup d'analyse technique, ce qui me permet d'avoir une
une anticipation un petit peu plus précise sur quelques jours, quelques semaines de ce qui peut se passer, mais je ne connais pas l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal et personne ne connaît l'avenir et personne n'a de boule de cristal. Donc, en partant de ce constat-là, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas tout investir à un instant T. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas dans une semaine? On ne sait pas en fait. En réalité, il faut quand même accepter qu'on ne sait pas si demain ça va chuter de 10% ou si demain ça va monter de 10% les marchés boursiers. J'exagère bien sûr sur l'amplitude des mouvements, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors pourquoi investir aujourd'hui plutôt que demain? Et bien en fait, à cette simple question, on répond par vaut mieux investir un petit peu tous les mois. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, c'est ce qu'on appelle aussi l'investissement échelonné. Plutôt que mettre 10 000 euros maintenant, on va mettre 500 euros par mois pendant les 2 prochaines années, par exemple. Et c'est beaucoup plus pertinent, ça permet de moyenner le prix et d'étaler le risque et de ne pas focaliser tout le risque sur une entrée, sur un timing qui pourrait être mauvais. Ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour investir? Bien sûr, il y a des outils. Aujourd'hui, on a de la chance. On va dire, on est en 2023. On peut utiliser des ETF qui se démocratisent beaucoup. Donc, que ce soit des ETF indiciels pour investir sur le CAC 40 ou sur le S&P 500 ou des ETF thématiques pour investir sur, comme vous voulez, ça peut être sur la santé, sur la transition énergétique, sur l'exploration spatiale, sur la défense, on en parlera. De toute façon, on parlera tout à l'heure, c'est prévu, vous l'avez vu dans le sommaire, on va parler un petit peu des thèmes d'investissement pour 2024. Vous avez des ETF thématiques qui permettent de cibler ces thèmes-là précisément. Ou alors, vous pouvez aussi acheter des actions par conviction, par exemple Danone, Coca-Cola, McDonald's. Après, ça, c'est à vous de décider. Je donne des exemples comme ça, mais par conviction, vous pouvez dire, voilà, moi, je pense que cette entreprise, soit elle est très prometteuse pour les années à venir, soit elle est suffisamment... Donc, par exemple, prometteuse pour les années à venir, ça peut être quoi? Ça peut être une société récemment listée en bourse, par exemple, ou une société comme Danone ou Nestlé ou Coca-Cola, qui sont des sociétés qui sont en place depuis tellement longtemps et qui sont tellement, on va dire, présentes dans nos vies de tous les jours qu'elles ne risquent pas, normalement, théoriquement, de faire faillite. Donc, investir par conviction, il ne faut pas oublier que la conviction, des fois, c'est un très bon outil de prise de décision. Et ensuite, finalement, la diversification, et ça aussi, on y reviendra à la fin du webinaire, à la fin de la vidéoconférence, la diversification. N'investissez pas nécessairement tout en actions. Vous pouvez investir un peu en actions, un peu en obligations, un peu en matières premières, même pourquoi pas un peu en crypto. J'ai écrit un article, c'était hier, pas plus tard qu'hier, sur les 5 ETF à choisir pour une bonne diversification. Et je parle justement des ETF, actions, obligations, matières premières, etc. Immobilier aussi. Cet article, il sera publié normalement prochainement et nos membres premium y auront accès. Ou si vous êtes en période d'essai pour tester notre offre premium, vous pourrez aussi lire cet article premium. Alors, les taux d'intérêt. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que les taux d'intérêt, alors là, je vous ai mis un graphique de l'évolution des taux d'intérêt par rapport à l'évolution du S&P 500, l'indice, on va dire, principal, le phare américain. Alors, en 2023, si vous voulez, les taux d'intérêt, ils ont quand même été au cœur des gros mouvements sur les indices boursiers, mais pas que, sur les marchés obligataires aussi, sur l'or et même sur les crypto-monnaies. Donc, les taux d'intérêt, ça a vraiment été un point important, ce qu'on appelle un market mover. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, le facteur impactant le plus les marchés financiers en 2023, ça a été les taux d'intérêt. Et il y a de très fortes chances que ce soit également le cas en 2024. On va voir justement pourquoi. Ça impacte les actions, ça impacte les obligations. Alors, pourquoi ça impacte les actions? Alors, là, je vais vous sortir la théorie telle que brute, on va dire, la théorie brute. En gros, si vous voulez, quand les taux d'intérêt sont en baisse, ce qu'on a connu dans les années 2018, 2020, quand les taux d'intérêt sont en baisse, globalement depuis 2008, depuis la crise des subprimes, les taux ont été en baisse pendant plus d'une décennie. Quand les taux d'intérêt sont en baisse, qu'est-ce qui se passe? Les produits d'épargne, les livrets A, les comptes à terme, tout ce qu'on appelle les produits de dette,
les obligations aussi, ne rapportent plus grand-chose. Donc, du coup, ne sont plus attractifs pour nous, investisseurs, mais aussi et surtout pour les gros fonds d'investissement, les fonds de pension, etc., ou les asset managers, les asset managers ou les banques, c'est plus vraiment rémunérateur, c'est plus intéressant de laisser son argent sur ces produits parce que les taux sont bas. Donc, du coup, il y a ce phénomène, et ce que j'appelle le phénomène de vase communicant, si vous voulez, où les liquidités, les capitaux qui sont investis sur les produits de dette sont transférés vers quelque chose qui est plus rémunérateur, c'est les produits de capitaux, donc les actions en l'occurrence. Donc ce phénomène de transfert de liquidité d'un vase à un autre, ce que j'appelle la théorie des vases communicants, fait que les marchés actions montent et c'est profitable pour les marchés actions. Donc quand les taux d'intérêt sont bas ou baissent, c'est profitable pour les marchés actions. À l'inverse, si les taux d'intérêt sont en hausse, et c'est ce qu'on a vu en début 2023, si les taux d'intérêt qui ont grimpé, et là, du coup, c'est pénalisant pour les marchés actions parce que du coup, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les livrets épargne, en première partie, beaucoup d'autres investisseurs ont le même raisonnement et se disent entre 5 et 7%, je préfère avoir un truc à capital garanti et sans risque à 5% que laisser mon argent en bourse à 7%. Donc du coup, transfert de liquidité des marchés actions vers les produits de dette, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est le raisonnement qu'ont aussi les fonds d'investissement et les fonds de pension. Et du coup, ça crée finalement une tendance baissière sur les marchés actions, sur les indices boursiers. Donc ça, c'est la façon dont les taux d'intérêt impactent les marchés boursiers. Les taux d'intérêt, ils impactent aussi, vous l'avez vu, les marchés de l'immobilier, il peut impacter l'inflation. Les taux d'intérêt, ça impacte vraiment beaucoup de choses dans nos quotidiens, pas au-delà même de l'investissement. Alors, voilà pour les taux. Alors, tout au long de l'année 2023, on a eu ces hausses de taux qui ont amené les marchés boursiers à baisser. Seulement, depuis le mois de novembre, vous l'avez sûrement constaté, les marchés se reprennent. Alors, pourquoi les marchés se reprennent? Je vous montrerai peut-être des graphiques tout à l'heure en partageant mon écran, mais l'inflation, en Europe, elle est en baisse. On était au-delà de 10% d'inflation. Aujourd'hui, les derniers chiffres qui ont été publiés là au mois de novembre annoncent une inflation à 2,9% en Europe. Nettement plus basse en Allemagne qu'en France. En France, on est encore à 4%, mais en Europe, en moyenne, c'est 2,9%. 2,9%, on est très très proche de la cible d'inflation des banques centrales. Les banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed, ont un objectif d'inflation à 2%. Donc 2,9, on n'est pas vraiment très loin. Donc ça, c'est le premier élément qui amène beaucoup d'analystes, beaucoup de traders, de spéculateurs à anticiper que potentiellement les banques centrales pourraient incessamment sous peu, on ne sait pas si c'est dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, baisser leur taux d'intérêt. Donc, vous savez que les marchés, ils anticipent toujours ce qui va se passer avant même finalement que l'événement se produise. Donc, par anticipation, les marchés ont commencé à monter depuis le mois de novembre. Donc, voilà. Cependant, quand même, il faut quand même garder à l'esprit que les taux d'intérêt, théoriquement, d'après les annonces qui ont été faites par les banques centrales, par les gouverneurs, etc., les taux d'intérêt, que ce soit pour les États-Unis ou pour l'Europe, ne devraient pas normalement baisser avant septembre, octobre 2024. Ça, c'est ce qui est anticipé, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on estime. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit aussi que les banques centrales, très souvent, elles vont aussi parfois saisir l'opportunité de faire un effet d'annonce, donc de créer de la surprise, parce qu'en créant de la surprise, leur nouvelle décision de politique monétaire va avoir un impact plus important sur l'économie et sur les marchés boursiers. Donc, ils peuvent jouer ça aussi, faire une annonce inattendue. Attention, il faut donc rester vigilant sur les annonces qui sont potentiellement faites. Sur Café de la Bourse, on vous donne le calendrier des annonces, des taux d'intérêt, etc. Donc, vous pourrez le voir. J'ai mis à jour l'article aujourd'hui sur les annonces pour le mois de décembre. Et tous les mois, on vous met à jour ce qu'il y a à attendre en termes d'annonces économiques pour le mois à venir. Donc, ça, c'est la première chose. Et aussi, les banques centrales, elles vont aussi profiter d'un contexte favorable pour que l'annonce de changement de politique monétaire passe mieux. Ça, c'est quand même deux choses à garder à l'esprit. Donc, potentiellement, ce serait fin 2024, les baisses de taux,
mais attention, on n'est jamais à l'abri que ça arrive plus tôt. Qu'est-ce que je voulais? Alors, je regarde un peu mes notes. Voilà, donc c'est pas absurde de se dire que ça pourrait arriver incessamment sous peu. Ce qui est intéressant quand même de retenir, c'est que là, on est quand même, on voit quand même une hausse des marchés là en fin d'année 2023, malgré un contexte géopolitique, on en parlera juste après, qui est quand même plutôt tendu, malgré un contexte macroéconomique avec le taux d'intérêt qui est plutôt défavorable, on a quand même des marchés qui montent. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Alors attention, hein, si on part sur des taux qui continuent à augmenter en 2024 ou si on part sur une situation géopolitique qui s'aggrave avec, je ne sais pas, en 2024 aussi, bien sûr, tout ce que je dis là, c'est à prendre au conditionnel. Mais a priori, voir les marchés monter alors que le contexte géopolitique est moyen et que les taux sont encore relativement élevés, qui n'ont pas été baissés, c'est quand même plutôt bon signe pour 2024. Si le contexte géopolitique venait à s'apaiser en 2024 et que les taux venaient à baisser, ce serait quand même très positif pour les marchés boursiers. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. N'oublions pas quand même aussi que les taux d'intérêt élevés font quand même le bonheur des banques aussi, parce qu'ils permettent, les banques se rémunèrent sur les taux d'intérêt, hein, donc ça fait aussi le bonheur des banques. Donc si les taux, tout à l'heure je parlais d'investir dans les livrets épargne, si les taux restent élevés, peut-être qu'il faudrait aussi investir peut-être au moins à court moyen terme sur des valeurs bancaires. Si ce n'est pas déjà trop tard, attention, hein, parce qu'on est déjà quand même bien avancé dans le contexte. Alors, le contexte géopolitique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en 2023 hein, sur le contexte géopolitique. Beaucoup de tensions qui naissent dans beaucoup de pays. Bon, la guerre en Ukraine, ça, on s'en lasse presque. Hein, malheureusement, c'est triste à dire pour les gens qui vivent la situation à la basse place. Mais la guerre en Ukraine, elle est là, elle perdure, elle s'éternise et elle reste quand même problématique. Il y a le conflit israélo-palestinien qui a créé à un moment donné une dépression sur les marchés, qui a créé une baisse sur les marchés. Comment ce conflit va aboutir, se terminer ou s'éterniser, on ne sait pas. Là aussi, c'est un conflit qui s'éternise en finale depuis des années. C'est juste qu'il revient là, il s'enflamme à nouveau, mais c'est quand même un conflit qui existe depuis des années. Comment ça va se terminer? On voit quand même, et ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour 2024. J'espère, je croise les doigts, j'espère me tromper, mais la mauvaise nouvelle, c'est quand même qu'on voit, que ce soit avec la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien ou d'autres, qu'il y a quand même des clans ou des camps qui se forment. On voit Iran, Russie, Chine, Corée du Nord contre globalement l'OTAN plus, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le point noir du truc. On va voir comment ça va évoluer. Bon, après, la guerre en Ukraine, elle dure depuis très longtemps. Elle ne s'est pas étendue quand même aux pays voisins. Le conflit israélo-palestinien, il dure depuis encore plus longtemps et il ne s'est pas non plus étendu aux pays voisins. Enfin, pas tout à fait, on va dire. Il y a les tensions entre la Chine et Taïwan aussi qui sont inquiétantes. Faut surveiller aussi ça de près. Le conflit en Arménie, on en parle très peu. Mais vous voyez, c'est tous ces petits spots, j'ai envie de dire, de conflits sur différentes zones géographiques qui sont intéressantes. Dans les Balkans, il y a des tensions géopolitiques entre la Bulgarie, la Macédoine, la Serbie. Voilà. En fait, si vous voulez, j'ai vraiment le sentiment, alors ça c'est vraiment un sentiment personnel, que depuis en 2023 ressurgissent tous les vieux conflits qu'on croyait oubliés, ils ressurgissent. Et ça, c'est pas bon signe parce que ça crée des inquiétudes pour nous-mêmes en tant que personnes, mais aussi sur les marchés. Donc attention, il faudra peut-être attendre d'y voir plus clair avant de se jeter à corps perdu dans des investissements boursiers. D'où mon premier conseil, ou ma première recommandation plutôt, puisque encore une fois, je ne donne pas de conseil, c'est à vous, à chacun, de prendre vos décisions
Moi, je fais juste des suggestions de ce qui est possible de faire éventuellement. Donc, potentiellement, pourquoi pas, en attendant que les choses se calment, de mettre son argent dans un produit d'épargne à rendement garanti ou à capital garanti et de garder ses liquidités quand on aura un peu plus de visibilité. Alors, là, je vais vous faire une petite page, entre guillemets, de pause, une petite page de publicité. Je vous parlais tout à l'heure de notre offre premium. On écrit des articles qui sont disponibles à 90%, je pense, disponibles pour tous les lecteurs. Mais certains de nos articles, notamment les sélections d'actions, les sélections d'ETF, les articles dans lesquels on va un peu plus loin pour vous accompagner dans vos décisions d'investissement, tous ces articles qui sont, on va dire, premium, sur lesquels on vous aide un petit peu plus à investir en bourse, à prendre vos décisions d'investissement, ces articles-là sont réservés à nos membres premium. Donc, on a une offre premium. Vous pouvez peut-être vous êtes déjà abonné, peut-être vous êtes en période d'essai, ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez démarrer une période d'essai avec un premier mois gratuit. L'offre avec une offre qui est résiliable à tout moment. Donc, juste rapidement, cette offre premium, c'est des articles vraiment où on va vraiment vous sélectionner et analyser en profondeur des actions, des ETF, vous aider à construire votre portefeuille boursier de façon plus poussée que ce qu'on pourrait faire sur les autres articles. Je précise quand même que 90% des articles sont gratuits sur Café La Bourse, donc c'est juste des contenus réservés à nos membres premium. Donc, sélection d'actions, sélection analyse de valeur. Vous avez aussi une formation complète. Alors, si vous débutez en bourse ou si vous avez l'intention de débuter ou si vous voulez consolider vos connaissances, on a une formation complète qui est disponible. Vous avez un e-book Investir en ETF. Alors, cet e-book Investir en ETF, vous l'avez gratuitement si vous êtes membre premium. Sinon, vous pouvez l'acheter sur Amazon Kindle en format électronique. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je crois qu'il est à 9,90 €, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez aussi un e-book anticipé les marchés, qui est aussi inclus dans l'offre premium. Donc, les e-books, c'est plus de 40 pages. C'est vraiment des manuels où on va vraiment très loin pour vous former et pour vous aider à mieux comprendre les marchés. Vous avez aussi un outil de simulation qui vous permet d'optimiser la composition de votre portefeuille sur la base des actions du CAC 40. Vous pourrez le tester si vous êtes en période d'essai aussi. Et finalement, vous avez des vidéoconférences comme aujourd'hui qui sont certaines sont ouvertes à tous, comme ce soir, certaines sont réservées à nos membres. Et vous avez aussi, et ça je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais vous avez la possibilité quand vous êtes au-delà de la période d'essai, une fois que vous avez passé un mois d'essai, si vous restez abonné, vous avez la possibilité avec moi de passer 30 minutes de coaching. Alors ce coaching de 30 minutes, c'est une discussion ouverte. Je peux aborder le sujet en fonction de mes compétences et de mes connaissances, bien sûr, qui sont bien qu'étendues, quand même limitées. J'ai mes limites, mais voilà, si vous voulez parler des ETF, si vous voulez parler des actions, si vous voulez parler des dividendes, si vous voulez parler de DCA, on prendra 30 minutes. On fixera un rendez-vous ensemble pendant 30 minutes. Et pendant ce rendez-vous, je répondrai à vos questions, je vous orienterai, je vous guiderai. Voilà. La seule limite que je ne peux pas franchir, c'est le conseil en investissement. Si vous me demandez quelle action je dois acheter, là, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, je pourrais vous donner des sélections, je pourrais vous aider, vous orienter, vous guider ou parler d'actualité également. Alors, Black Friday, c'était il y a quelques semaines, c'était la semaine dernière, je crois, Black Friday, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. En tout cas, on arrive dans des périodes, avec les périodes de Noël, les périodes de fin d'année, où il y a plein de promotions. Et aujourd'hui, on vous fait, à tous ceux qui écoutent le webinaire ce soir, on vous propose une réduction, si vous n'êtes pas encore déjà abonné, de 35%. Cette réduction, elle est valable jusqu'au 30 novembre à minuit, donc c'est-à-dire demain à minuit. Vous pouvez vous abonner, avoir 30% de réduction, ce qui amène la formule, au lieu de 29 € par mois, à 18,80 € par mois. Et si vous souscrivez à l'abonnement annuel, ça fait 169 € par an, ce qui revient à peu près à 14 € par mois. Si vous êtes déjà abonné,
envoyez-moi un email ou envoyez un email à client@cafelabourse.com pour pouvoir profiter de la réduction dans le cadre de votre renouvellement d'abonnement. Si vous voulez souhaiter profiter de cette promotion, il y a un code café fin 2023. Quand vous saisissez ce code réduction au moment de votre inscription et vous aurez la réduction. Alors, on repart sur l'investissement à suivre en 2024, les thématiques. Alors, les thématiques, alors, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui va performer ou pas en 2024. Si je le savais, je serais milliardaire ou millionnaire au moins. Mais par contre, il y a quand même des tendances qui ressortent. Et ces tendances, elles sont quand même intéressantes à suivre. Alors, la première chose, c'est tout ce qui concerne la santé et les biotech. Alors, il y a énormément de projets technologiques dans le domaine de la génomique, de la biochimie, de l'ingénierie cellulaire, etc., qui continuent à évoluer. La santé et les biotech, elles ont été plutôt en berne en 2023. Et on pourrait voir en 2024 un retour de ces valeurs-là. Donc, soit vous pouvez sélectionner des valeurs individuelles pour investir dans cette thématique-là, dans ce thème d'investissement-là, ou vous pouvez choisir des ETF thématiques qui répliquent directement. Alors, on va appeler ça des ETF healthcare, santé en anglais, ou biotech. Il y en a un certain nombre. Par exemple, si vous voulez passer 30 minutes de coaching avec moi et vous me dites, moi, voilà, je veux investir dans les biotech. Est-ce que tu peux me dire dans quel ETF je dois investir? Quels sont les ETF qui répliquent la biotech? Et ben moi, on fera une recherche ensemble et pendant la demi-heure de coaching, même si ça dépasse un peu 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes de coaching, et ben à ce moment-là, on regardera ensemble et je vous dirai, voilà les 10 ETF ou les 5 ETF biotech qui vous permettent de vous positionner sur cette thématique-là. Voilà, petite parenthèse par rapport au coaching. Mais voilà, bon, vous pouvez investir dans ces domaines-là. Les green tech, tout ce qui est green tech et investissement associé à la transition énergétique, ils n'ont pas été top en 2024, en 2023, même plutôt en berne, même plutôt en perte, alors que c'était un secteur qui était quand même très performant les années d'avant. Donc, on pourrait aussi peut-être anticiper un retour des green tech en 2024. Surtout que c'est un secteur qui est très poussé par les politiques, avec beaucoup d'avantages fiscaux pour les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Je pense notamment aux panneaux photovoltaïques et autres. Le secteur de la défense, alors ça, malheureusement, c'est un peu plus triste à dire. Le secteur de la défense, il est potentiellement aussi promettant en 2024 par rapport justement à ce que je disais sur le contexte géopolitique. Alors, il y a des investisseurs qui se refusent d'investir dans les secteurs, on va dire, controversés, comme la défense ou l'armement. Néanmoins, ça reste quand même un secteur d'investissement qui pourrait avoir le vent en poupe en 2024, d'autant plus que beaucoup de pays ont prévu d'augmenter leur budget militaire. La France, c'est plus 41% du budget militaire. L'Allemagne, c'est plus 50%. Les USA, ils ont annoncé un budget militaire pour 2024 de plus de 840 milliards de dollars. Donc, potentiellement, c'est un secteur qui pourrait avoir le vent en poupe en 2024. Là aussi, il y a des ETF, qui traquent le secteur de l'armement, le secteur de la défense, pour ceux que ça intéresse. Le secteur du luxe aussi est un secteur, à mon sens, qui pourrait être intéressant à surveiller en 2024. Pourquoi? Parce que déjà, pareil, il n'a pas été super j'ai pas envie de dire qu'il n'a pas été super performant en 2023, mais il a été moins performant que les autres années en 2023. Et en plus, on a quand même les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. Les Jeux Olympiques qui vont attirer comme des millions de personnes qui vont venir en France, potentiellement assister aux Jeux Olympiques. Ça va relancer le secteur du tourisme en France, mais aussi le secteur du luxe. Ça va mettre la France sur le devant de la scène et ça pourrait ramener des Chinois ou d'autres, ou des Saoudiens ou autres qui viendraient en France, qui pourraient, ou d'autres nationalités qui pourraient venir rebooster le secteur du luxe. Donc ça, c'est intéressant aussi de le garder en tête. Et les deux derniers que je vous ai réservés pour ce soir, c'est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, attention, c'est très à la mode.
Ça, je pense que tout le monde l'a constaté. Je vous apprends rien là. Par contre, c'est encore un secteur qui est très jeune. On l'a vu avec OpenAI. Vous savez, Sam Altman, là, le PDG fondateur de OpenAI, qui s'est fait virer par son conseil d'administration. Quelques jours après, il a reçu une proposition d'embauche, lui et toute son équipe, par Microsoft. Et après, il a refusé. Finalement, il est retourné chez OpenAI. Bon, vous voyez, ce genre de choses, ça souligne quand même un marché qui n'est pas encore très mûr, qui est trop jeune peut-être. Et comme beaucoup de projets, comme beaucoup de secteurs qui sont très à la mode, moi, je pense qu'on va devoir passer par l'étape éclatement de bulle spéculative. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un secteur d'investissement qui va être intéressant à regarder en 2024. Maintenant, à mon avis, à mon sens, il faut quand même attendre qu'on ait un gros clash. On l'a vu pour les dot-com, on l'a vu pour les cryptos, on l'a vu pour à peu près tous les secteurs d'activité. Comment ça se passe? Il y a une euphorie, on part dessus comme des fous. Et après, pouf! Et après, par contre, voilà, ça repart. Après l'éclatement de la bulle, ça repart sur des bases beaucoup plus saines. Moi, je pense qu'il faut tabler peut-être quelque chose à peu près un scénario dans ces eaux-là. Voilà. Et après, les cryptos, ils repartent très fortement en hausse. On a franchi tous les derniers plus hauts. Les plus hauts, pas les plus hauts historiques, parce que le plus haut historique, c'est 68 000, mais on est vraiment sur une tendance qui repart à la hausse. Les spécialistes des cryptos estimaient que depuis 2021, on était dans ce qu'on appelle le crypto winter, donc l'hiver crypto, la période vraiment glaciale pour les cryptos. Là, a priori, les analystes estiment que cette période est derrière nous. Moi, je serais quand même plus prudent parce qu'il y a énormément de spéculation sur les cryptos autour de cette ETF BlackRock sur le Bitcoin. Pour le moment, la SEC, le régulateur américain n'a pas encore donné sa décision finale. Ça devrait arriver incessamment sous peu, je pense, a priori avant le 10 janvier 2024. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Tant que ce n'est pas acté, on peut avoir des mauvaises surprises. Maintenant, tout semble relativement bien se passer pour les cryptos, pour ceux qui veulent investir dans les cryptos. Les 4 piliers de l'analyse. Alors, il n'y a pas une méthodologie d'analyse qui est meilleure qu'une autre. Moi, je fais beaucoup d'analyse technique. Vous l'avez compris aussi avec le sujet de ce soir, aussi pas mal d'analyse macroéconomique. J'aime beaucoup ça. Je fais un peu moins d'analyse fondamentale, mais pour ceux qui veulent investir dans les actions, étudier les données comptables d'une entreprise, ça reste quand même très important. Et la gestion du risque. Donc ça, c'est les 4 piliers. Alors, vous pouvez faire de l'analyse macroéconomique, de l'analyse fondamentale et de la gestion du risque, de l'analyse technique, de l'analyse macroéconomique et de la gestion du risque. Je ne dis pas que vous êtes obligé de faire les 4, mais idéalement, au moins 2 ou 3 de ces 4 piliers. 3, c'est bien pour la stabilité. Hein. Quand on construit un bâtiment, il faut au moins qu'il y ait 3 piliers pour que ça tienne. Donc, ça, vous avez plein d'articles sur Café de la Bourse et sur Café du Trading sur lesquels on aborde l'analyse technique, l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale. C'est aussi ce que vous retrouvez notamment dans nos formations qui sont réservées à nos membres premium. Et c'est aussi des sujets qu'on peut aborder pendant la demi-heure de coaching si vous avez besoin d'aide là-dessus. Et pour finir, n'oubliez pas de vous diversifier. La diversification, c'est la clé de la réussite. On dit souvent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut une bonne diversification à la fois sectorielle et à la fois géographique. Attention quand même, il ne faut pas trop se diversifier parce que trop se diversifier, ça a l'effet inverse, ça tue la performance. Une bonne diversification, en général, c'est entre 15 et 25 titres en portefeuille. C'est une bonne diversification. Plus, on perd le bénéfice de la dilution du risque, parce que la diversification, c'est diluer son risque. Si on se diversifie trop, on perd le bénéfice. Finalement, on ne gagne pas plus en se diversifiant trop. On ne dilue pas plus le risque, mais par contre, on dilue la performance. Donc, il faut trouver le bon compromis. Ça aussi, c'est des sujets qu'on aborde régulièrement sur Café de la Bourse. Alors, là, la présentation est terminée. Ah non, la présentation n'est pas terminée. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur le site Café de la Bourse. On a déjà 41 000 abonnés. Vous pouvez les rejoindre. Et en cadeau, et ça, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire. Déjà, vous recevrez 2 fois par semaine une newsletter qui reprend les derniers articles qu'on a publiés, les dernières actualités boursières.
Et vous aurez en cadeau un e-book qui reprend les 81 conseils pour bien investir en bourse. Voilà, j'allais oublier. Et voilà, on y arrive à la session de questions-réponses. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais afficher la liste des questions. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, ça, on va passer ça en questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Voilà. Alors, on a Alain qui nous dit les biotech, ça fait souvent rapidement du yo-yo. Bah, c'est comme c'est comme les cryptos, c'est comme tous les marchés qui sont. Alors, quand on investit en bourse, il y a deux manières de voir les choses. Il y a investir en bourse dans des sociétés qui sont déjà en place. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, Coca-Cola, McDonald's, Danone, Nestlé, etc. C'est des sociétés, elles ne vont pas nous époustoufler par des innovations dans les prochaines années. Mais elles sont en place, elles sont là, elles font leur chiffre d'affaires, elles versent leurs dividendes, elles sont en place. Et elles ne risquent pas de s'arrêter demain la veille. Donc ça, c'est l'une des possibilités, l'une des philosophies d'investissement qu'on peut avoir. L'autre philosophie d'investissement, ça va être de se dire, bon, eh ben, j'ai envie d'investir dans les entreprises de demain, dans le Amazon de demain, dans les sociétés qui vont changer l'avenir, qui vont transformer peut-être nos vies. Et là, à ce moment-là, effectivement, les biotech, ça se positionne plutôt dans ce contexte-là. Et ces marchés, ils sont plus volatiles. Ils sont plus risqués, ils jouent plus au yo-yo comme le dit Alain, mais par contre, c'est vrai que si on ne se trompe pas et si on fait les bons choix, du coup, on peut gagner beaucoup plus. Hein, on peut gagner beaucoup plus en essayant d'anticiper l'avenir qu'en jouant le présent. Moi, à titre personnel, et je pourrais en parler pendant les heures de coaching, vous expliquer moi dans quelle action personnellement j'ai investi. Moi, je suis un grand fan des actions de consommation défensive, donc justement Nestlé, Danone, Kellogg's, Coca-Cola, Pepsi, etc. Toutes ces entreprises qui sont déjà là, qui ne vont pas innover. C'est sûr que ce n'est pas comme Tesla ou comme une biotech ou comme une société d'intelligence artificielle qui va complètement transformer le modèle économique de demain. Mais par contre, voilà, on continuera, je pense, malgré tout, même avec l'intelligence artificielle, à manger des yaourts et des cornflakes, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Alors, j'ai un peu dépassé, j'avais dit 30 minutes, là, ça fait 40 minutes. Mais j'avais beaucoup de choses à dire hein, pour vous préparer à 2024. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Hein. Et on va garder encore 5, 6, 7 minutes pour répondre aux questions si vous en avez. Alors, une autre question, excellente question de Alain. Alors, je vous l'affiche. Pourquoi y a-t-il autant de TF sur le S&P 500? Alors, le S&P 500, alors je sais qu'il y a beaucoup d'ETF sur le S&P 500, effectivement, sur le Nasdaq aussi, beaucoup d'ETF sur les marchés américains. Je n'ai pas spécialement constaté qu'il y en ait plus sur les S&P 500 qu'ailleurs, mais ce n'est pas impossible. Il faudra que je vérifie ça. Ce n'est pas impossible du tout. Pourquoi? Parce que Wall Street, ça reste quand même, on va dire, connu pour être la place financière la plus importante au monde. Le S&P 500, c'est l'indice phare des États-Unis. C'est un indice aussi qui génère beaucoup plus de performances que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays ou dans d'autres zones géographiques. Donc, je pense, alors ça, c'est un constat, moi, à mon avis, hein, s'il y a beaucoup d'ETF sur le S&P 500, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes pour investir sur le S&P 500. En général, les émetteurs d'ETF, sachez que j'ai travaillé pour des émetteurs d'ETF, ils essaient de capter évidemment les investissements des investisseurs hein, sur leur ETF, sur leurs fonds. Et pour ça, ils essaient de deviner ce que veulent les gens. Et c'est à mon avis, à mon sens, hein, s'il y a beaucoup d'ETF sur le S&P 500, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le S&P 500 plus qu'ailleurs. Alors, il y a Séverine qui nous demande, hop, ici. Est-ce qu'il y a un replay et un replay? Je suis arrivé en retard. C'est pas grave. Merci en tout cas, Séverine, de nous avoir rejoints. Ça me fait très plaisir d'avoir nos lecteurs en vidéoconférence une fois de temps en temps. Oui, normalement, la vidéo est enregistrée et il y aura un replay
qui sera intégré dans un article que j'aurai le plaisir de vous partager normalement d'ici un jour ou deux. Donc oui. Autre question de Jérôme. Alors, Jérôme, profiter d'une performance en gestion passive à des frais réduits et à un MSCI World sur 1500 entreprises et 23 pays. Alors, effectivement, ce qu'il faut retenir avec la gestion passive, ce qu'on appelle la gestion indicielle, que ce soit le S&P 500, le CAC 40 ou, comme Jérôme le souligne très bien, le MSCI World, qui est un indice qui est investi dans 23 pays et 1500 entreprises, la gestion passive, elle est très, très, très rarement battue par les gestionnaires de fonds. C'est-à-dire que les gestionnaires de fonds, seulement dans de très rares cas, battent leur indice de référence. Donc, quand on investit dans du MSCI World, dans du S&P 500, dans du CAC ou un peu dans les trois, et qu'on fait ça en DCA, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, en étalant son investissement dans le temps pour diluer le risque de mauvais timing, et bien en fait, finalement, on arrive dans 90% des cas à avoir une meilleure performance que les meilleurs gestionnaires de fonds. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, on a Alain qui revient sur comment choisir. Alors, comment choisir le S&P 500, le TF S&P 500. Alors, comment vous pouvez choisir le TF S&P 500? C'est une bonne question. Alors déjà, il va falloir regarder les frais. Tous les frais ne sont pas les mêmes. Vous allez avoir des ETF S&P 500 à 0,15% par an de frais, à 0,25, à 0,35, à 0,05. Voilà, globalement, déjà les frais. Ensuite, est-ce que vous voulez investir dans un ETF qui a une réplication physique ou une réplication synthétique? Ça, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais ça aussi, c'est un autre critère. Est-ce que votre ETF, il est coté en euros ou est-ce qu'il est coté en dollars ou en livres sterling ou en francs suisses? Ça aussi, c'est un autre critère qu'il va falloir regarder. Est-ce qu'il est coté sur Euronext Paris, sur London Stock Exchange, sur la bourse suisse ou autre, ou sur la bourse allemande? Ça aussi, il faudra le regarder parce que s'il est coté en dollars sur le London Stock Exchange, déjà, votre courtier va peut-être vous prendre des frais de change si vous avez un compte en euros et en plus des frais supplémentaires parce qu'il n'a pas de partenariat avec la bourse de Londres, il a un partenariat avec Euronext Paris ou avec une autre bourse, et donc la place boursière et la devise. Et ensuite, dernier critère qu'il faudra regarder, c'est est-ce qu'il y a une couverture de change qui est intégrée? Parce qu'il peut être coté en euros, mais sans couverture de change, ou il peut être coté en dollars. Si vous n'avez pas de couverture de change, vous êtes potentiellement soumis aux fluctuations de l'euro contre le dollar. Là, on a vu ces derniers temps que l'euro est fortement remonté. Si vous aviez acheté un ETF S&P 500 quand l'euro-dollar coté à 1,04 ou 1,05 et maintenant on est à 1,09, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça vous pénalise. Vous avez quand même perdu sur le taux de change. Donc, il faut regarder tout ça. Il y a beaucoup de critères à regarder. Maintenant, après, il faut regarder aussi s'il est éligible au PEA ou pas. Non, il y a plusieurs critères. Comment choisir? Après, ça dépend de chacun, mais il y a plusieurs critères à prendre en compte quand même. Alors, j'ai une question. J'ai une question de Jérôme encore, je crois. Alors, allez, je prends encore deux questions et après on passe à au revoir, bonne soirée. Alors, MSCI World dans l'enveloppe fiscale. Oui, tout à fait. On peut trouver des ETF MSCI World qui sont éligibles au PEA. Tout à fait. Combien d'actions possédées par thématique selon vous? Ça dépend. Alors, si vous investissez sur des thématiques, parfois le plus simple, c'est simplement d'aller sur des ETF parce que vous avez derrière un gérant qui va rééquilibrer, qui va vendre certaines actions, en racheter d'autres, etc. Donc, l'ETF thématique peut être une bonne solution. Moi, je dis 15-20 actions, 15-20-25 actions au total. Donc, après, ne faut pas tout prendre sur le même secteur. Hein. Comme je disais, il faut faire une diversification sectorielle et géographique. Donc, pour répondre comme ça à la louche, mais ça va dépendre de chacun, hein, au moins 2-3 actions dans chaque thème.
Après, les répartitions, c'est à vous. Soit vous partez sur un ETF et à ce moment-là, vous vous dites, bon, bah, le gérant, lui, il a fait son travail. Il a bien sélectionné les actions de chaque thème et j'investis sur des ETF thématiques. Ou après, vous faites vous-même. C'est ce qu'on appelle du stock picking. À ce moment-là, c'est à vous de le faire. Je ne peux pas vous dire quelle action acheter. Je ne peux pas vous dire quelle action acheter. Mais par contre, oui, en termes de diversification, oui, 15, 20, 25 actions au total, bah, ça va faire, si vous investissez sur 5 thèmes, voilà, ça va faire 3, 4, 5 actions sur chaque thème. Ça, voilà, globalement. Quelques exemples de sociétés d'intelligence cotées en bourse. Alors, en fait, indirectement, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui est très large. Donc, il y a Microsoft, par exemple, qui est très, très présent dans l'intelligence artificielle. Il y a Google, il y a tous les GAFAM, en fait, si vous voulez. Microsoft, Google, Facebook, comment ça s'appelle encore? Ah zut, Apple, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Ça, déjà, vous pouvez déjà vous dire que ces entreprises-là sont très actives dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ensuite, une qui a énormément performé en 2023, justement grâce à l'intelligence artificielle, c'est Nvidia, parce que Nvidia, ils fabriquent des puces électroniques qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et après, il y aura peut-être des IPO en 2024, il faudra suivre ça, des introductions en bourse de sociétés à proprement parler qui vont investir qui sont au cœur du secteur de l'intelligence artificielle. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était un vrai plaisir. Je vous remercie pour toutes vos questions, pour votre participation. Vous recevrez par email la rediffusion quand elle sera en ligne et je serai à travers des articles présents dans les prochains jours. Et si vous êtes membre premium, avec plaisir pour faire une séance de coaching de 30 minutes avec vous pour discuter de bourse, pour partager mes connaissances. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous pour vos commentaires. Je vois vos commentaires. Merci à tous. Bonne soirée.